pour des raisons strictement pédagogiques, je n'aime pas laisser ce qu'on appelle en anglais des loose threads, c'est-à-dire des fils qui n'ont pas été noués et qui sont pendants. On a toujours l'esprit de enfin, c'est pas l'esprit de l'escalier, mais hier le débat a duré très longtemps et je ne voulais pas l'allonger. Et à un moment donné, lorsqu'on a vu des images tirées du premier film, enfin du film de zombies, La nuit des morts vivants, avec le crocodile qui sort de la maison, on l'a rapproché de ce qui se passait aujourd'hui dans certaines villes où l'on voit des animaux sauvages envahir l'espace citadin. Et on s'est posé la question de l'anticipation par la fiction. Alors maintenant, dans les 30 secondes qui restent, je crois que c'est une question extrêmement importante. Et si vous en avez la possibilité, lisez un ouvrage de Pierre Bayard sur le naufrage du Titanic, où il fait référence à un auteur américain qui, 5 ans avant le naufrage, a écrit un livre sur le naufrage du Titan, dont le capitaine porte exactement le même nom que le capitaine du Titanic, Smith, ce qui est un nom très courant évidemment en anglais, et qui va heurter un iceberg et qui va couler. Alors on se dit, oh là là, préscience, etc. Eh bien pas du tout. D'abord, il y a des grands bateaux, et on se dit qu'une catastrophe va arriver. Donc déjà, est préparé dans l'imaginaire. Le mot Smith est courant. On ne va pas décrypter. Non, mais je voudrais le rattraper, parce que là, on n'a pas... c'est très important oui, mais pas pour les étudiants. Non, c'est pas toute la journée. De toute façon, je peux vous laisser vous discuter tous les deux. Non, ça me conviendrait conviendrait tout à fait. Non, pas moi. La mienne. Je n'apprécie pas la mienne. Mais je voulais donc attirer votre attention là-dessus, ce qui montre, et ça va sans doute apparaître dans notre discussion à venir, que c'est parce que les écrivains, les artistes, sont sensibles aux signes et aux signaux presque muets, qui sont quasiment invisibles, ou ce qu'on appellerait aussi des transformations silencieuses. Voilà, et c'est la même chose pour les Gilets jaunes. Alors, parfait, je vais vous laisser la parole un tout petit moment, Françoise, justement pour aborder directement notre sujet, qui, en tout cas dans la présentation que vous avez pu en lire, faisait une sorte de pont analogique entre la figure du zombie et les Gilets jaunes. Et je vais vous demander tout de suite qu'est-ce que vous pensez de ce type d'analogie. Je crois qu'à la fois, vous avez l'idée qu'elles peuvent être opératoires et qu'elles peuvent être aussi une facilité intellectuelle, une sorte de prêt-à-penser qu'on utiliserait pour pratiquement à peu près tout et n'importe quoi. Oui, ça revient sur la question que je viens de poser à notre précédent orateur. C'est que lorsque se produit un événement, par exemple, comme ce que l'on va appeler faute d'un vocabulaire précis, et on va voir pourquoi, dans le domaine des sciences politiques ou dans le domaine de la sociologie, tantôt le mouvement des Gilets jaunes, tantôt la crise des Gilets jaunes, terme extraordinairement vague qui montre l'imprécision, il n'y a pas encore de notion particulière. En histoire, on en a pour certains mouvements. Il y a des jacqueries, il y a des révoltes, il y a des révolutions, il y a des insurrections, etc. Bon, là, il y a un mouvement et il y a une crise. Alors, quand il se produit quelque chose de tout à fait nouveau, je dirais inouï, si on pense bien à la propriété de ce terme, alors il va y avoir ce que j'appelle une paresse de la pensée qui consiste à recouvrir cet inouï par du déjà connu. Alors, je termine en disant pourquoi ça m'inquiète, philosophiquement parlant, parce que le terme de zombie traîne avec lui non seulement un narratif dont on ne peut pas le séparer, il y a toute une fiction, derrière il y a un narratif, il y a toutes sortes de connotations, et que ça risque, au lieu d'éclairer le mouvement, de l'obscurcir. La seule façon, mais on y viendra tout à l'heure, de s'en sortir serait peut-être de déconstruire, mais au sens déridien du terme,
le narratif zombie pour en sortir quelques scènes, c'est-à-dire quelques signifiés, n'est-ce pas, que l'on explorerait individuellement pour essayer ensuite de comprendre l'ensemble du mouvement. Merci. Thierry Hoquet, que je n'ai pas présenté, qui est philosophe, enseignant à Nanterre, après un petit détour par Lyon, peut-être lui demander de nous rappeler, pour autant qu'il en est convaincu, les raisons de cette analogie que nous avons choisi de faire entre ce mouvement des Gilets jaunes et plus largement, on va dire, des mouvements qui semblent être portés par une forte altérité dans nos sociétés contemporaines. Et on est en pleine, nous sommes directement dans l'actualité avec ces fameux convois qui se sont autoproclamés de la liberté. À tort ou à raison, c'est pas on n'est pas ici pour faire des jugements, mais pour essayer d'avancer dans la compréhension. D'abord, est-ce que cette analogie, elle vous parle? Le philosophe des sciences naturelles, je crois qu'il voit dans la figure du zombie, peut-être avant tout celle de l'homme malade qui fait peur, qui fait trembler. Je crois que on avait cette discussion, et Dieu sait que les raisons de trembler aujourd'hui sont nombreuses. Voilà. Et puis alors, au-delà de ça, du coup, à quoi ça sert la qualification de zombie? Est-ce que ça a un usage, une utilité politique, idéologique, d'exclusion ou pas? Voilà un peu tous les... Et aussi peut-être aux philosophes lui demander quand est-ce que d'abord ce concept de zombie théorie dans la philosophie, est-ce qu'il émerge récemment ou est-ce que finalement on peut le trouver des filiations antérieures? J'ai beaucoup de questions. Oui. D'abord, peut-être dire que chaque métaphore, en fait, parce que je considère que c'est une métaphore, c'est une image qu'on utilise comme un instrument d'analyse, en fait. Donc, un instrument d'analyse, quel que soit celui qu'on utilise, il nous permet de voir des choses et il nous empêche de voir des choses. Donc, quand on qualifie, par exemple, par exemple, simplement de parler de crise, finalement, une crise, c'est une image aussi, c'est une métaphore. Médicale, c'est une métaphore médicale qui dit s'il y a une crise, ça veut dire qu'il y a une fièvre, mais ça va retomber. On va retomber à la normale. Est-ce qu'on traverse une crise, par exemple, en ce moment? Ça veut dire qu'il y a un espoir de rédemption, de rémission. Voilà. Donc, quand on dit des zombies, enfin, ou d'un phénomène social qu'il s'agit de zombies, on est en train de dire plein de choses. Et ça nous permet de voir des choses et ça nous empêche d'en voir d'autres, sans doute. Donc là, sur les zombies, ça nous fait voir quoi? Je trouve que l'humain, les phénomènes humains, ils ont cette complication, cette complexité qui fait qu'en fait, on a du mal justement à dire le petit quelque chose en plus qui les caractérise. Et ça, la conférence précédente l'a bien souligné. On a toujours l'impression qu'on a le sentiment qu'on ressent tout à fait, même si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on ressent tout à fait ce qui fait qu'on a affaire à un humain ou pas à un humain. C'est assez facile à faire. Et donc, qu'est-ce qui manque aux zombies? Il leur manque en particulier d'avoir le principe de leur action. Et ça, comme le disait Françoise tout à l'heure, ça leur est commun avec les robots, en tout cas. Mais qu'est-ce que les robots et les zombies ont de différent? Les robots sont inflexibles, ils savent très bien où ils vont, ils ont une mission, ils sont obsessionnellement dirigés vers l'exécution de leur but. Alors que les zombies, eux, ils sont hagards, ils sont hébétés. Abdel Hiyar en a donné toute une phénoménologie. Alors ils sont puants également, ils ont tous... mais ils ont cette propriété, pardon, ça va, c'était pas très important, je ramasserai plus tard. Ils ont cette propriété on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils veulent et on ne sait pas s'ils pourront arriver à ça. Du coup, l'analogie politique avec les mouvements que j'évoquais, là, elle a une sorte de pertinence. Alors, elle a une pertinence au sens où elle nous permet de dire, par exemple, on a le sentiment tout à coup qu'émerge de manière spontanée, de manière autonome, un phénomène qu'on n'a pas vu venir et qui est un phénomène massif. Et donc, on ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va et les individus qui le portent n'ont pas nécessairement de visage, mais ils sont là, ils nous hantent, il y a quelque chose comme ça de fantomatique qui est présent. Oui, je voudrais juste continuer là-dessus, tout en revenant sur ce que l'on peut appeler une théorie zombie. Parce que si on réfléchit, enfin il n'y a pas besoin de réfléchir d'ailleurs, il suffit de penser à ce qu'il y a de caractéristiques chez le zombie, c'est sa modalité d'existence très particulière. Il est à la fois mort et vivant. C'est ça qui le caractérise. C'est une modalité d'existence tout à fait particulière. Ce qui fait d'ailleurs qu'à une époque, on ne parlait pas de zombies, mais de morts-vivants. Exactement, de morts-vivants. C'est ça qui le caractérise. Alors,
qu'est-ce que c'est en philosophie souvent ce qu'on appelle une théorie zombie? D'ailleurs, pas seulement en philosophie, dans les sciences humaines et sociales, ça se répand beaucoup en économie. Oui. C'est l'idée qu'il y a, je vais commencer par les théories, des théories qui sont des catégories de pensée qui sont inadéquates pour penser l'extrême contemporain. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des catégories de pensée, donc on sait qu'elles sont inadéquates. On ne va pas reprendre les vieux problèmes de la lutte des classes, etc., qui ne conviennent pas, etc. Mais elles ne sont pas encore totalement mortes, donc elles continuent presque à parasiter, enfin pas parasiter, à exister dans notre pensée sous la forme de morts vivants. Et l'image que je pourrais employer, et je vous en avais parlé, c'est peut-être l'image cinématographique, ça se fait de moins en moins maintenant, mais du fondu enchaîné. Quelque chose qui disparaît, et puis quelque chose d'autre apparaît. Mais un fondu enchaîné où le fondu resterait dans ce qui est enchaîné. Voilà ce que c'est en économie. On sait que ce sont, par exemple, des banques, des sociétés qui survivent et qui ne produisent économiquement plus rien, mais qui ne sont pas tués, qui ne sont pas liquidés et qui sont là, morts-vivants. Une espèce de survivance, des modalités de survivance. On va y revenir, mais dans les questions que je posais, il y avait quelle est l'utilité politique, idéologique, enfin les mots sont un peu toujours pipés, en tout cas cela, à qualifier l'individu ou une communauté zombie. Je crois que, en fait, c'est à double emploi, je pense. C'est-à-dire, d'un côté, on pourrait dire c'est une manière de dénigrer ces personnes, c'est-à-dire de leur retirer le statut d'humanité et en faisant quelque chose justement de vacillant, titubant. Et donc, c'est une manière de les renvoyer à une infra-humanité. Oui. Ça, c'est une lecture. L'autre lecture, je dirais, c'est en fait la version peut-être pop au sens sympa en fait de l'affaire, c'est-à-dire que les zombies incarnent une sorte d'énergie qui va venir détruire un monde qui se présente comme le monde de l'ordre et qui en fait est un monde artificiel, un monde qui est lui-même cadavérique. Donc les zombies, ça serait l'irruption spontanée de quelque chose qui vient en fait dénoncer le caractère complètement creux. C'est à la fois un dévoilement et une dynamique. C'est une dynamique et en fait c'est une inversion des valeurs aussi, au sens où finalement dans les... Alors si on prend les luttes entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes, on ne sait pas où est le principe d'ordre et où est le principe de désordre. On ne sait pas où est le principe de justice et où est le principe injuste. Voilà, enfin, donc il y a une question qui est posée à l'ordre en place, qui est interrogée sur sa propre légitimité. Quand on voit dans les films classiques de zombies les gens parqués dans un supermarché, barricadés dans un supermarché ou barricadés dans une demeure bourgeoise, qui est humain et qui est inhumain finalement? Évidemment, il y a un effroi qui est ressenti face à la menace qui arrive, et en même temps, il y a cette idée que les gens qui sont enfermés à l'intérieur et qui sont claquemurés en quelque sorte avec la volonté éperdue de se protéger d'une menace, finalement ils se trouvent eux-mêmes entraînés dans un processus de déshumanisation en fait. Finalement on finit, on n'a pas envie qu'ils meurent, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Donc les zombies, ils sont aussi le révélateur, pas seulement de leur propre pourriture, mais de la pourriture qui ronge le monde qu'on avait considéré comme normal. Ce que vous avez dit avant, et puis on a glissé, on en est venu à ce film où on voit des gens se réfugier dans un supermarché, parce que ce sont assiégés par les zombies. En fait, dans un mall, exactement. Exactement, mais c'est un mall. Mais c'est le moment où sautent d'ailleurs les premiers malls aux États-Unis. Et il est évident que ça a beaucoup compté pour le réalisateur du film et inquiété le réalisateur du film. Non, je voulais revenir sur l'idée, à propos des Gilets jaunes, ce sentiment qu'ils viennent de nulle part. D'où sortent-ils? Ils ne sortent pas de dessous la terre comme les zombies dans le mythe, mais ils viennent de lieux qui jusqu'à présent on ne voyait pas. En fait, quand on dit qu'ils sortent de nulle part, ça veut dire qu'ils sortent d'aucune des catégories de la pensée, encore une fois, sociologique et politique.
on n'avait pas vu ça. Donc c'est ça qui donne l'impression que tout d'un coup, ça surgit. D'ailleurs, est-ce que c'est une énième défaite? Alors là, c'est un jugement personnel et non pas partagé par forcément les deux débatteurs d'ici. Est-ce que c'est une énième défaite de la sociologie contemporaine? Absolument. Et d'une certaine sociologie, elle continue, pour être tout à fait clair. D'une certaine manière, pas tout, etc. Il y a en ce moment, bien sûr, des tas de travaux, mais ça met du temps pour penser dans des catégories nouvelles. Et des événements comme celui-là sont de nature, justement, à faire déboucher sur une autre conception, une autre compréhension des fractures sociales, etc. Mais ça donne aussi l'impression, ça nous oblige à questionner l'invisibilité. Hein, l'invisibilité. On y reviendra. Mais pour le supermarché, ce que tu dis est très juste. L'idée, c'est à la fois, avec les premiers môles qui s'installent en Californie, moi j'ai connu cette époque, ça nous fascinait avec Jean Baudrillard, les premiers môles qui vont se constituer, qui sont des paradis de la consommation, étaient à la fois sentis pour le cinéaste comme une métaphore du capital zombie, c'est le capital qui était un zombie qui avalait tout, hein, et en même temps le capital comme une force zombifiante qui nous aliénait, nous zombifiait en nous inoculant une espèce de maladie de la consommatoire. Donc à la fois ceux qui sont dedans et dehors, comme vous le disiez, sont également zombies. Et les vers qui les protègent de la horde ne servent à rien. Ils ont été zombifiés parce que la consommation leur a été inoculée comme un virus, hein, que critique évidemment le film. Je reviens sur une notion que vous avez introduite sur ordre des ordres et légitimité des uns ou des autres. Justement, ce que je trouve qui est intéressant dans si on pense que la figure des zombies est opératoire, c'est qu'elle questionne justement de manière pas facile cette notion d'ordre et de désordre, et où se situe la légitimité. La légitimité, par exemple, de gens en charge des affaires de la ville, comme on dit, à faire respecter un certain ordre. Et puis on peut ajouter derrière ordre démocratique, éventuellement. Et puis, voilà, tout ça est questionné par le qu'est-ce que... Alors, en fait... Où elle est cette légitimité? Qui c'est qui l'a définie? Je pense qu'il faut vraiment cerner la spécificité de la question zombie dans cette affaire. Parce que si on prend l'histoire du mort-vivant, ça nous emmène du côté des revenants. Ça nous amène du côté des fantômes. Or, on voit bien qu'il y a une différence énorme entre une histoire de fantôme et une histoire de zombie. Quelle est la différence principale? C'est, je dirais, l'histoire de fantôme, c'est l'histoire, pareil, d'un esprit qui ne veut pas mourir, mais d'un esprit qui ne veut pas mourir. Et une histoire de fantôme, c'est comment est-ce qu'on va apaiser cet esprit qui ne veut pas mourir, comment on va se réconcilier avec lui. Et donc l'histoire de fantôme, elle a une fin, elle a une origine, il y a eu une faute qui a été faite, il y a quelque chose qui a été commis, et il faut trouver ce qui a été commis pour le réparer et arriver à un apaisement. Et l'histoire de fantôme, elle a une origine et un but précis. L'histoire de zombie, en fait, elle commence, on ne sait comment, c'est-à-dire chaque réalisateur ou chaque créateur de zombies va vous dire une radiation, un déplacement de l'axe de la Terre, enfin il y a toujours une histoire, mais n'importe laquelle. C'est pas ça qui est important. Qui est une histoire à fondement mythologique. Bon, il faut une cause. C'est une catastrophe. Ça peut être une pandémie, une radiation atomique au moment de la guerre froide. D'accord. Et à la fin, il n'y a pas de fin en fait. L'histoire de zombie ne peut pas avoir de fin. Elle n'aspire pas à une réconciliation. Ça ne peut pas trouver de terme. Comment dire? Il n'y a pas de salut à la fin de l'histoire de zombie. C'est-à-dire, soit on croit superficiellement qu'on aura éradiqué tous les zombies, soit ils auront tout envahi et tout contrôlé. Il a fin sans fin. C'est une fin sans fin. Comme le capital d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut faire la différence. Et pourtant, il y a quelque chose qui unit le fantôme aux zombies. C'est que l'un et l'autre sont des êtres qui ont été
mal enterrés. Ils ont été mal enterrés. Hein, le zombie, il le sort de terre, il a été mal enterré ou faussement enterré dans les rites de vaudou, etc. Et le fantôme, il revient aussi. Il n'y a pas tous les morts qui reviennent sous forme de fantômes, c'est qu'ils ont été mal enterrés ou que quelque chose ne s'est pas accompli. Eh bien, je crois qu'avec dans le cas des Gilets jaunes, ce qui a été mal enterré, au moment où on a considéré qu'il n'y avait plus de classe ouvrière, qu'il n'y avait plus, etc., c'est cette espèce de conception de leur rôle dans la société, de leur place dans la société. Quelque chose là n'a pas été enterré. Quelque chose ne leur permet pas, du coup, de trouver leur intégration, leur renaissance là-dedans. Donc il y a quelque chose qui n'est pas sans analogie. Oui, avec quand même ce paradoxe que ce qui a été en tout cas au début du mouvement, le ferment, on va dire, sociologique des Gilets jaunes, étaient des gens, on a dit la petite classe moyenne, qui représentaient au contraire toutes les vertus de l'intégration sociale, comment je dirais, citoyenne et sérieuse, voilà. Oui, mais mue par quoi ? Mue par une peur, justement, de se trouver petit à petit, je ne dirais pas déclassé, ramené à une espèce d'invisibilité sociale. Parce que cette petite couche moyenne, elle est mue par cette peur aussi. Hein. Et on pourrait employer encore le mot de classe, mais de déclassement. J'essaie de l'éviter pour ne pas ramener la catégorie en termes de classe sociale. Peur peut-être, effectivement, de se voir petit à petit rabaissé à une sorte d'inutilité économique, vous voyez, de disparaître. Hein, et ça, je crois que c'est très profond, c'est totalement insupportable, et ça explique pas mal de choses. Alors, sur le désordre, on va y revenir. D'accord. Là, on a, je dirais, une vision qui est... oui, politique. Il y en a une autre qui est, j'allais dire, presque psychiatrique, enfin, de l'ordre de la psychiatrie et de la philosophie aussi, et qui est la notion de l'aliénation chez le zombie. C'est un être, pour le coup, totalement aliéné. Alors, effectivement, si on veut rattacher la question zombie à un horizon philosophique presque révolutionnaire antérieur, on va dire, c'est la question de l'aliénation, c'est-à-dire la question de ne plus être soi-même et qui unit un peu toutes les différentes figures de zombies. Je crois que ça a bien été rappelé hier, hein, qu'il y a deux figures de zombies principales. Il y a les zombies haïtiens qui sont comme des marionnettes manipulées par un créateur, un sorcier, qui devient en quelque sorte leur principe recteur, celui qui les dirige et les gouverne. Et puis il y a ces morts-vivants, ces figures qui ne veulent pas se laisser enterrer et qui reviennent hagards, hébétés, putréfiés, déranger le monde des vivants pleins et entiers. Et ce qui unit ces deux formes, en fait, c'est que on ne sait pas ce qui les meut, elles ne savent pas elles-mêmes ce qui les meut. Donc ça rejoint l'exposé précédent qui expliquait bien, en fait, ça serait agir sans avoir le principe de son action. Donc, quand on qualifie un mouvement social quelconque, c'est-à-dire des personnes humaines qui un jour décident de sortir de chez elles pour aller dans la rue ou sur des ronds-points et de faire quelque chose, leur dire « vous n'êtes que des zombies », d'une certaine manière, c'est extrêmement cruel ou violent. C'est une manière de dire « vous ne savez pas ce que vous faites, vous agissez sans savoir ce que vous faites ». Donc c'est une image qui ne peut pas être manipulé de manière simple ou neutre. C'est un geste politique, c'est une description qui est extrêmement violente. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette affaire, puisque vous m'interrogiez sur la légitimité tout à l'heure, c'est que du coup aussi, dire ces individus n'ont pas en eux-mêmes le principe de leur action, ne savent pas ce qu'ils font, ne savent pas ce qu'ils veulent, et d'ailleurs ils ne veulent rien, on ne peut pas les satisfaire, c'est aussi se donner la liberté de tirer dans le tas, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des individus humains qu'on a devant soi, c'est une masse hagarde et sans visage. Une masse hagarde et sans visage, et donc on a dit très rapidement, enfin, on va dire à partir de positions de pouvoir, pour rester dans le vague, on a dit très rapidement d'eux qu'ils étaient en réalité, ils n'avaient pas de principe de contrôle et d'autonomie de ce qu'ils faisaient,
et qu'en outre, ils étaient manipulés très vite, et notamment dans les médias, et dans la plupart des médias, l'idée de manipulation, d'instrumentalisation, là on serait plutôt dans le cadre haïtien, j'allais dire, elle est devenue majoritaire dans le commentaire. Oui, mais là, je ne serais pas d'accord avec vous, même si ça a été dit. Hein, et à mon avis, c'est un manque de jugement sur le mouvement. Et, très largement partagé par la plupart des médias. On est d'accord, mais souvent ils se répètent les uns les autres. Hein. Bon, ça, je vous laisse. Mais c'est pas grave, hein, dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, c'est pas une exception. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui a permis ce type à la fois de description, hein, ou de perception plutôt du mouvement, c'est peut-être aussi la manière, encore une fois, ce côté surgissement, ça vient d'un horizon intellectuel qu'on ne connaissait pas, mais aussi leur manière de déambuler dans la ville. C'est-à-dire quelque chose qui était totalement différent de ce à quoi l'ordre politique était habitué, c'est-à-dire la manifestation organisée avec une demande préalable de manifester qui était encadrée par des services d'ordre, il y avait des syndicats, il y avait des mots d'ordre syndicaux, etc. On connaît, ça défilait de la République à la Nation ou de la Nation à la Bastille, peu importe. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de banderole commune, mais des petites affichettes ou des petits panneaux individuels, une déambulation aussi dans des quartiers où on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire qu'on est dans les beaux quartiers. Quand on regardait depuis un hélicoptère ce que ne s'est pas empêché de faire la police, on avait l'impression d'une espèce de mouvement brownien qui accentuait l'impression qu'on ne savait pas ni ce qu'ils voulaient, ni où ils allaient, ni quoi, ni qu'est-ce. Plus, et là j'en viens directement à ce que tu disais qui me paraît très juste, moi en y réfléchissant je me disais mais au fond ce côté désordonné, ce côté qui donnait l'impression d'être aléatoire alors que ça marchait bien sur la ville, était étrange dans la mesure où c'était comme une masse, je dirais pas une foule, pas les mots qu'employait Le Bon au 19e, plutôt une masse, mais qui ne peut pas faire nous. Dans la manifestation politique, l'espace de la manifestation, il y a un nous. C'est ce que Sartre appelait le groupe en fusion. Il y a un nous. Après, il peut se défaire. Et là, on avait le sentiment qu'à aucun moment, ça ne pouvait faire nous. Voilà. C'était ce côté un peu épars, éclaté. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a des revendications qui vont dans tous les sens, etc. Mais c'est passionnant, justement. Pourquoi ça ne pouvait pas faire nous? Même l'espace d'un instant, même l'espace de cette marche. Mais est-ce que ça ne peut pas faire nous, précisément? Et alors là, on va, comment je dirais, inverser la manière de parler de la chose. C'est-à-dire que ça ne peut pas faire nous parce que c'est aussi des éléments malades. Une collectivité de malades, ça ne fait pas à nous. C'est vrai que c'est un point qui est magnifiquement illustré par toutes les fictions zombies en fait. C'est qu'est-ce qu'on considère comme nous? Qu'est-ce qu'on considère comme faisant partie du collectif, comme intégrable au collectif? C'est-à-dire quand on est reclus derrière une enceinte, quelle qu'elle soit, c'est pour se protéger. Et c'est-à-dire à qui est-ce qu'on va ouvrir la porte? Et en ouvrant la porte, qu'est-ce qu'on risque? Parce que ce qui est très intéressant dans la figure du zombie, alors ça c'est quelque chose qui n'était pas présent dans le zombie haïtien, mais qui est justement présent dans les zombies de Romero et les morts-vivants en général, c'est leur caractère contagieux. C'est pas seulement qu'ils sont malades, entre guillemets, ou qu'on les considère comme diminués, c'est qu'on a l'impression que les faire entrer, c'est introduire non pas seulement un individu, mais une cause de pourriture pour l'ensemble du corps social, une cause de désagrégation pour l'ensemble du corps social. Mais alors, est-ce que là, on ne touche pas à quelque chose qui est une des grandes figures, ou plutôt une des grandes figures de hantise de la modernité,
c'est-à-dire la contagion, la contamination, qui alimente toute la peur contemporaine. Absolument. La contamination et aussi l'envahissement, les deux. Et d'ailleurs, contaminés par des envahisseurs. Parce que on verra que cette figure du zombie va métaphoriser toutes sortes de peurs, les pandémies, la contagion, bien sûr, que nous connaissons, ce qui actualise cette figure. Je ne dis pas permet de la penser dans sa singularité, mais en tout cas arrive à la métaphoriser. Donc la peur de la pandémie, la peur de l'immigration, l'idée qu'on va être envahi, le grand remplacement, l'idée qu'il faut se protéger de tout cela, même y compris d'ailleurs se protéger aussi contre les catastrophes naturelles, la peur aussi du dérèglement climatique. Toutes ces peurs se trouvent en quelque sorte combinées à l'intérieur de ce mythe et réapparaissent dans notre société contemporaine, avec évidemment pour effet l'idée qu'il faut donc construire des murs, des bunkers, s'enfermer à l'intérieur, où d'ailleurs l'Europe construit des barbelés sur ses frontières, oubliant ce que Romero disait, c'est que les zombies ne connaissent pas les frontières. Zombies don't know borders. Bon, ils ne connaissent pas les frontières. Donc, on s'enferme, ou comme font les survivalistes, qui se bunkérisent, non pas en construisant des murs, mais en allant dans une nature sauvage et éloignée où ils sont sauvages. Mais vous voyez comme la notion de zombie, elle est traîtresse. Oui. Parce que là, vous êtes passé d'un propos, comment je dirais, philosophique, à un propos politique. Oui. Votre propos sur l'immigration, sur le mur, c'est un propos politique. Absolument. Et je dis traîtresse, parce que par définition, propos politique peut éventuellement être considéré comme propos partisan auquel on peut opposer un autre discours partisan. Mais je l'employais d'un point de vue... Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, tout à fait. Mais je l'employais, je le précisais d'un point de vue purement descriptif. C'est-à-dire que je décrivais ces différentes peurs auxquelles on peut réagir par ce que j'appelle la bunkérisation. Et si vous me permettez, pour que ce soit plus clair, je voudrais juste rappeler cette anecdote que dans notre entretien préalable, je vous ai énoncé, c'est-à-dire à propos justement, parce que hier quelqu'un, je ne sais plus quel conférencier faisait allusion à un discours de Bush. Et je vous rappelais que George Bush, père et fils d'ailleurs, habite dans un superbe quartier de Washington qui s'appelle Bethesda. Et que là, il n'y a que des magnifiques villas qui peuvent apparaître comme des gated communities, c'est-à-dire des lieux qui sont très protégés par la police, n'entre pas qui veut, mais surtout, pour aller au point, il y a un règlement de copropriété concernant les propriétaires de toutes ces superbes maisons, qui disent, il faut faire attention, etc., mais ne vous inquiétez pas, il y a à Washington une frontière. Elle est invisible sur le plan. Ça s'appelle Massachusetts Avenue. Et les gens dont nous craignons qu'ils nous envahissent, les sauvages, quelques noms qu'on leur donne, les sauvages, tout ce que vous voulez, ceux dont on ne veut pas, vous pouvez mettre sur leur visage la couleur que vous voulez, sont séparés de nous par cela. Mais si, et c'est là où ça commence, mais si un jour ils franchissaient cette limite invisible. Et voyez, quand on pensait aux zombies, c'était bien de cela. Ils franchissent quoi? La plus belle avenue du monde. Alors, précisément sur la contamination et le franchissement et la contamination que cela suppose, on en revient toujours à cette idée, il y a peut-être légitimité à s'en protéger, précisément. C'est ça qui est terrible dans cette affaire, en fait, et c'est ça qui rend, à mon sens, les fictions de zombies si bouleversantes pour nous. Elles ne sont pas juste effrayantes, en fait. C'est pas juste un jeu sur l'horreur, c'est pas un film d'horreur, un film de zombies. C'est un film qui ne cesse de nous mettre face à des dilemmes éthiques, en fait. La compassion et en même temps le besoin de se protéger.
Parce que finalement, les personnes qui sont derrière le mur et qui veulent se sauver en fait de ce qu'elles perçoivent comme une menace, ce qui est intéressant dans le zombie, c'est que ce n'est pas une menace entièrement extérieure. Ce n'est pas un extraterrestre qui est en train de nous assaillir. Souvent, le zombie garde encore la trace fantasmatique de l'humain qu'il a été. C'est pire. On reconnaît le visage d'un proche qui n'est plus et qui n'est pas encore, donc qui n'est plus et qui est toujours là. Donc, comment on dit, terminer un zombie. Terminer un zombie, c'est-à-dire trouver le point faible qui va finalement faire mourir véritablement de sa belle mort, le mort-vivant. C'est quelque chose de terrible parce que ça nous confronte à notre propre mémoire, à notre propre ambiguïté, c'est-à-dire, tout à l'heure, notre collègue disait, si je tape mon ordinateur, il ne faut pas s'inquiéter, c'est une machine. Mais justement, si je le vois en train de taper son ordinateur, je veux dire, cette personne-là n'est pas normale, ne fait pas quelque chose de bien. C'est-à-dire, c'est pas juste je m'en fous de savoir ce que ressent la machine ou la table. Ce qui est important, c'est ce qui, moi, fonde mon action. Donc quand je termine le zombie, même si le zombie ne ressent rien, c'est quand même horrible pour moi d'avoir à tirer, d'avoir à tuer, il y a ce geste terrible à commettre. Et si je le commets au nom simplement, si je le commets pour le bien-être de cette personne, quand il sera terminé, ça ira mieux. À la limite, je fais un acte bienveillant. Mais si je le fais pour moi, me protéger et sauver ma petite peau, ben, forcément, il y a une sorte de malaise qui se crée. Et ce qui est terrible dans ces affaires, je termine juste là-dessus, ce qui est terrible dans ces affaires, ce que j'appellerais la dialectique de la barrière, en fait. C'est pas juste qu'il y a une barrière, c'est qu'en fait, c'est pas juste qu'il y a une barrière qui est légitime parce que de l'autre côté, on a enfermé quelque chose qui est simplement menaçant. C'est qu'en fait, en s'enfermant derrière la barrière, on s'est soi-même déshumanisé. On a perdu quelque chose de son humanité en essayant de se mettre à l'abri et de se garantir contre toute menace possible. Notre richesse ou notre force et donc notre humanité, elle tient aussi d'accepter ce risque finalement de la contagion. Alors ce que vous dites est très important parce que ça montre la différence dans le grand ensemble des récits ou des films fantastiques avec les histoires de vampires. Parce que le vampire, on sait comment on va s'en débarrasser. Il n'y a qu'à lui planter, si on arrive à l'attraper, mais enfin, il n'y a qu'à lui planter un pieu dans le cœur. Et ce sentiment de relative identité, l'idée que finalement il est ou il a été comme nous, etc., qui crée un mouvement d'humanisation chez celui qui essaie de s'en protéger, ça n'existe pas dans les films de vampires. De morts-vivants. Ça existe dans les films de morts-vivants, on dit comme nous, mais dans les films de vampires, on lui plante le pieu dans le cœur et puis qu'il retourne dans son cercueil. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce phénomène. C'est-à-dire que peut-être c'est la peur que l'on a aussi de soi-même qui s'énonce à travers ça. Quelque chose qui vous renvoie à vous-même, cette espèce de terreur qui est liée d'ailleurs même à la condition humaine d'une manière générale. Et ça, je crois que il faut prendre conscience de cela et pas simplement en rester une espèce d'analyse de ce qu'a été le mouvement, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut signaler. Juste peut-être sur ce parallèle entre les zombies et les vampires, parce que c'est très intéressant. Les vampires, ils ont toujours une aura aristocratique, en fait. C'est le comte Dracula. Voilà. Donc il y a quelque chose de chic dans le vampire d'emblée. Le zombie, c'est la plèbe. Le zombie, c'est la plèbe. Donc il y a toujours cette idée d'un principe déstabilisant, mais avec une différence sociale. Ce qu'ils ont de commun, en revanche, c'est effectivement que s'ils vous mordent, vous allez devenir comme eux. Oui. Donc il y a ce point commun qui est intéressant, sauf que du coup, le devenir vampire a donné lieu à des romances adolescentes. Voilà, devenir vampire peut devenir désirable, c'est-à-dire en fait je peux désirer être mordu par le vampire, ça a quelque chose de transgressif et de terriblement... Il y a de l'analogie sexuelle avec le mort-vivant, elle est plus compliquée.
Elle est plus compliquée. Elle est quand même plus compliquée. Elle est plus compliquée. D'ailleurs, il n'y a pas de film de vampire gore, pardon. Étant donné les images qu'ils nous ont montrées, c'est moins désirable. Oui, et puis le gore au cinéma, il est vraiment du côté des morts vivants et des zombies. Au contraire, Coppola a fait, alors on aime ou on n'aime pas, mais a fait sur le vampire une esthétique, effectivement, avec cette dimension aristocratique. Là, le gore, c'est la plèbe. C'est rare, effectivement, de voir une personne dévorée par un vampire, mordue par un vampire, ressentir une sorte d'orgasme. Je pense que c'est quelque chose... À moins que ce soit un orgasme cannibalistique. Voilà. Alors, mais on a cette dimension-là. Là, on n'en a pas du tout parlé, mais elle est évidemment présente. Elle est présente. Elle est présente puisqu'ils aiment, ils vont vers où? Vers la chair fraîche. Mais déjà, comme chez Homère, dans la Néquia, le sacrifice, lorsque Ulysse fait un sacrifice, verse du sang dans la terre, on voit tous les morts qui n'ont qu'un désir, qui se précipitent en horde, comme esthétiquement parlant, on pourrait dire les gilets jaunes sur les Champs-Élysées pour venir boire du sang, si on regardait d'un point de vue esthétique. Non, enfin, sauf que c'est le leur qui a plutôt coulé. Non, mais je suis bien d'accord, mais si je regarde simplement les mouvements. Non, le problème qui est important, c'est qu'il faudrait peut-être revenir toujours à ce sème fondamental, quoi qu'on en dise, du zombie mort-vivant. Et je crois que les gens, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur raison politique, existentielle, symbolique, etc., de revêtir ce gilet jaune et de venir se manifester, de sortir de l'invisibilité pour accéder à la visibilité, d'une certaine manière, par cette couleur fluorescente. Ce n'est pas sans importance. C'est de vouloir sortir d'une vie qui, à leurs yeux, ne ressemble plus vraiment à une vie, qui est une sorte de survie. Donc cet état auquel vous faisiez allusion, presque de mort-vivant. Nous ne sommes plus dans la vie, nous sommes dans la survie. Et c'est ce cri qu'il faut entendre, ce cri qui dit « nous voulons sortir de cette condition » et là, il y a un sème commun avec les zombies, encore une fois, cet état intermédiaire entre les deux. Et je crois que les politiques doivent y réfléchir. Ce que c'est que la vie. La vie, et c'est pour ça que la vie, c'est pas simplement dans des revendications purement d'ordre économique ou etc. Non, une vie, notre camarade en parlait tout à l'heure à propos de son pilote zombie. Non, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Oui, sur la signification qu'on appelle la vie bonne. La vie bonne. La vie bonne, en philosophie. Mais là, justement, sur cette dimension-là, j'allais dire, c'est votre champ d'intervention. Ouais, alors, sur la question de la vie, je vais y revenir dans un instant, mais simplement d'abord sur la signification fondamentale du zombie. Est-ce que c'est d'être un mort-vivant? On peut le voir comme ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus, je trouve le plus pertinent ou perspicace dans l'usage de cette image du zombie, c'est vraiment la question qu'il y a une dimension perçue comme menaçante, perçue comme contestataire de l'ordre, et en même temps, on a le sentiment qu'un zombie ne fait pas de politique. C'est comme autrefois le schmilblick dans le célèbre sketch de Coluche, le schmilblick ne fait pas de politique, le zombie ne fait pas de politique non plus. Et ça, c'est très difficile. On a vu que, comme vous le disiez, Françoise, que... C'est nous qui lui faisons faire de la politique de manière autoritaire. Oui, on s'en empare parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Donc la politique essaie de s'en emparer, effectivement. Mais c'est ça l'ambivalence. D'où l'hétérogénéité du côté des acteurs, du côté de revendications, etc., l'éclectisme. Toute forme de rébellion, toute forme de contestation de l'ordre établi, est-elle zombie? Enfin, peut-elle être dite zombie? Parce qu'on voit bien que chez les zombies, il y a ils portent cette contestation très forte et destructrice de quelque chose. Il y a quelque chose d'anarchique dans le déferlement. François Bayrou l'a dit aujourd'hui, pardon, je vous coupe 2 secondes. Alors je sais, c'est un peu baroque de citer François Bayrou. Mais pourquoi? C'est un mort vivant. Il l'a dit, il y a une partie de la société française aujourd'hui qui a, il a employé le mot, c'est étrange, je ne sais même pas s'il a mesuré le mot qu'il a employé,
qui a un désir de sécession. Un désir de sécession. Alors le zombie a-t-il seulement un désir en fait? C'est ça. En fait, quand je dis il ne fait pas de politique, ça veut dire il n'a pas d'adversaire le zombie. Il ne vous en veut pas à vous personnellement. Il n'a pas d'objectif à réaliser. Il n'a pas. Alors c'est le contraire le célèbre. Vous savez, on s'est beaucoup moqué de Macron pendant la première campagne de 2017. Il disait le projet, vous savez. Oui. Le zombie, lui, n'a pas de projet, en fait. Il n'est pas porteur d'un projet. Et à ce titre, on peut dire, même si la formule a été beaucoup galvaudée, mais qu'il n'est ni de droite ni de gauche, en fait. C'est juste une puissance d'action. C'est pour ça qu'il inquiète. C'est pour ça qu'il inquiète. On l'a comparé complètement à tort au tout début. À la révolte des bonnets rouges en Bretagne. Or là, il y avait un projet politique, une revendication politique. Et d'ailleurs, le politique préfère avoir affaire à ce type de mouvement ou de manifestation. Parce que comment gérer ce qui s'est passé? Extrêmement difficile. Et donc, sur la question de la vie, je crois d'abord qu'il faut rappeler qu'il y a le vivant et le vécu. C'est-à-dire que du côté du vivant, il y a des processus qui sont à l'œuvre. Et hier, Abdel nous a montré le film d'Alien, justement. Donc, dans la puissance d'Alien, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant, finalement, de manière consubstantielle? Si on revient à la base de ce que c'est qu'être vivant, c'est produire toujours davantage de copies de soi-même. Donc, il y a quelque chose qui est proliférant et invasif dans l'essence même du vivant. Donc tout vivant a besoin d'être contenu en fait. Si vous laissez, je sais pas, les biches se multiplier dans la forêt sans aucun prédateur, il n'y aura plus de forêt à la fin et il n'y aura plus de biches non plus parce que la vie a pour principe de se multiplier tant qu'elle ne reçoit pas des freins. C'est ce que Darwin nous a enseigné en fait. Et de l'autre côté, il y a la question du vécu. C'est-à-dire, c'est pas simplement, et c'était la question précédente aussi, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'il y a des fonctionnements ou des processus vitaux qui sont en place, il y a aussi une certaine qualité d'expérience qui est associée à cette vie. Or, quand l'individu humain a simplement l'impression de fonctionner, c'est-à-dire de satisfaire des besoins vitaux, mais qu'il n'y a plus de place cette fois-ci pour le désir, justement, pour quelque chose comme un projet, un sens en fait dans cette existence. Le vécu, lui, se trouve complètement, réduit à portions congrues. C'est ce que j'appelais survivre. Voilà. Survivre. Et ce que vous décriviez de la vie, effectivement, c'est ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. La vie a une volonté de puissance. Et il faut, évidemment, ça se heurte sans arrêt à des prédateurs dans le monde animal, etc. On nous apprenait à l'école élémentaire que si on a un monocellulaire à la surface d'un verre d'eau, au bout d'un certain temps, il aura recouvert toute cette surface, parce qu'il n'y a rien qui l'en empêche, à part les bords du verre. Non, ceci est très important, mais je crois que ce sentiment profond de ne plus être dans la possibilité d'une projection de soi, je crois que c'était peut-être la chose la plus commune que l'on pouvait entendre dans ce qui était dit. Projection de soi à travers ce qu'on va léguer aux enfants, à travers ce qu'on est en train de construire, etc. L'idée qu'il n'y a plus justement de projet, une déambulation, mais sans projet. Et là, je crois qu'on a vraiment la spécificité de pourquoi on parle de zombies plutôt que de robots, de fantômes ou de vampires. C'est que, précisément, on a dans la figure du zombie ce décrochage entre un fonctionnement vital et une absence de sens, de signification. Voilà, donc il y a ce sentiment que, finalement, une vie authentiquement humaine ne peut pas être vécue quand on est dans ce décrochage, quand la possibilité d'une projection dans le futur est devenue impossible, parce qu'en fait, on en est réduit à faire en sorte de pouvoir payer ses factures. Et là, pour le coup, me semble-t-il, l'analogie avec, sinon avec le mouvement, du moins avec ce que le mouvement traduisait et exprimait, me semble totalement pertinente. Oui, parce qu'effectivement, une part de l'humanité aujourd'hui vit comme ça et a le sentiment de ne pas vivre, et d'être dépossédée
de ne pas pouvoir se mettre en scène. Absolument, Enfin, voilà. et c'est un point, c'est d'un point de vue existentiel, et pas seulement économique, c'est extrêmement grave. Alors le problème, et quand on finira, je voudrais juste vous passer 1 minute et demie d'une bande-annonce d'un film de Romero où il parle très bien de ces questions. Mais alors le problème, c'est que maintenant, le zombie est devenu quasiment quelque chose de carnavalesque, et les jeunes se costument en zombies pour manifester, par exemple, contre le G20 à Hambourg, ou pour aller manifester ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout ce que du fun, ou véritablement de la conscience, de la conscience politique se dégage de ce type d'attitude. Et c'est de plus en plus fréquent, se déguiser en zombie pour aller faire les zozos à tel endroit ou à tel autre. Bon, après ça passe, à un moment donné il y avait des flash mobs, maintenant on fait le zozo en zombie, très bien. Peut-être parce que, imagine-t-il, et Dieu sait que je suis très éloigné de cet univers, peut-être imagine-t-il, en étant, comme vous dites, déguisé ou habillé en zombie, signifier à quel point, d'une part, leur altérité est forte, et renvoyer aussi la figure du désastre contre lesquels ils sont supposés se révolter. C'est vrai, d'une certaine manière. Il y a 2 points, je trouve, importants ici. D'abord, la question, on a parlé tout à l'heure du corps social et de la place des individus. Si on considère que la société, c'est une forme d'organisme, en fait, dans un organisme, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'abord une fonction du tout. C'est-à-dire, tout doit fonctionner de manière à ce que la totalité se maintienne. Mais aussi, la totalité existe par le fonctionnement des partis. C'est-à-dire, les partis ne sont pas là juste au service de la totalité. On n'est pas dans un système holiste où tout est écrasé par le but à suivre. Donc, les partis, elles ont aussi une vie autonome. Et en vivant je termine juste là-dessus, en vivant leur autonomie, en vivant leur propre fin à leur propre niveau, elles contribuent aussi à la survie du tout, et la survie du tout en lui-même n'a pas de sens sans la question individuelle. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est aussi cette contestation-là qui fait les personnes qui ont un métier, une fonction dans la société, qui remplissent, mais qui elles-mêmes ne peuvent pas mener une vie digne. Il y a une contradiction ici. Elles ne peuvent pas juste être là pour contribuer au fonctionnement général. Et l'autre point qui me semble très important dans ces affaires de manifestation, d'irruption de zombies dans la vie quotidienne, c'est le débat sur la place de la fiction dans nos vies, en fait. C'est-à-dire, on en a parlé un peu hier, c'est-à-dire les rapports entre fiction et réalité. Qu'est-ce qui est le plus réel, finalement ? Donc, dans un monde qui est entièrement conçu comme une sorte de société du spectacle, dans un monde où, finalement, on a l'impression où le vrai est un moment du faux, disait l'autre. Si vous voulez, d'une comédie généralisée, apparaître soi-même comme un personnage, finalement, et non plus comme une simple personne, c'est-à-dire porter un masque qui est visible, qui est le masque même de la normalité, ça a une fonction disruptive, en fait. Ça... Mais alors, sur les 2 points, premièrement, la question du tout. Justement, ce mouvement fait éclater cette vision qui a été longtemps dans la philosophie politique, l'idée du corps social. Ça remonte à très loin. Je prendrai comme exemple quand Menenius Agrippa s'adresse à la plèbe qui a fait sécession sur l'Aventin et qui leur dit « mais non, vous avez tort, il y a les Romains de haut rang, et puis ça c'est la tête, et puis vous êtes les membres, et c'est un tout, et ça doit marcher comme ça. » Et dans la philosophie politique, l'idée de corps social, avec ce que ça implique le corps, où n'importe quel petit doigt de pied est intégré à l'ensemble, a longtemps fonctionné. Et puis, ça vient justement la fracasser. Et ça fracasse du même tout
du même coup, l'idée de premier de cordée, parce qu'une cordée, c'est aussi cette espèce d'image que le premier soutient le second, qui soutient le troisième, qui soutient le quatrième. J'imaginais pas qu'on allait y venir. Hein. Bon, mais on laisse tomber le premier de cordée. Mais j'en reste à l'idée de corps social. Et bien là, justement, elle se fracasse. Et elle est réinterrogée. Alors maintenant, sur la place de la fiction, dans son dernier film, Romero, ma connaissance des films de zombies extrêmement limitée, je ne connais que quelques classiques, montre justement, à la suite d'une catastrophe et une invasion de zombies, les gens qui filment. Qui sont avec leur téléphone en train de vider leur petite caméra, etc., qui se foutent du réel, comme on les voit. D'ailleurs, on serait parfaitement capable, je suis sûr que s'il y avait un accident dans la rue tout à l'heure, le premier réflexe, c'est de photographier, puis d'envoyer sur les réseaux sociaux. Donc, il montre à quel point, c'est ça aussi, nous sommes zombifiés par les écrans. Une société zombifiée par les écrans... Alors, on peut le dire comme ça, mais on peut dire aussi... Je ne dis pas que c'est mon point de vue, c'est juste pour le plaisir de débattre, que c'est un renouvellement du narratif. Oui, d'une certaine manière. C'est un renouvellement du narratif. Non, sur la fiction... Dans la mesure où on a épuisé les formes classiques, oui. Voilà des formes contemporaines. Oui, c'est vrai. Qui re-racontent... à partir du singulier, parce que chacun a son regard. Absolument. Puisque ça comme dans le mouvement des Gilets jaunes, dont il disait il n'y a pas de nous. Finalement, chacun avait, avec sa petite pancarte, quelque chose à dire. Mais si vous filez... Cette fragmentation. Si vous filez la métaphore sur la production esthétique, vous avez aujourd'hui des cinéastes, il y a 2-3 projets qui viennent d'éclore, qui montent des films à partir de bouts de petits films tournés sur des smartphones. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais Bien sûr, mais bien sûr. C'est-à-dire que le narratif du zombie, il ne va pas être indifférent aux nouvelles formes narratives qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet. En vous écoutant, je pensais aussi qu'en fait, il y a aussi eu des versions de zombies, je pense à celle de Jim Jarmusch notamment, oui. Qui sortent du paradigme de la contagion, il y a toujours des contagions zombies bien sûr, mais qui insistent, alors par rapport à la question des téléphones portables et tout ça, plus généralement, en fait, ce qui nous zombifie dans la vie ordinaire, c'est pas l'insatiabilité de nos désirs, de nos besoins, etc. C'est aussi la question de nos addictions. Donc, au lieu de la contagion, de la contamination, ou en plus de la contagion et de la contamination, ce qui nous aliène, en fait, c'est-à-dire ce qui fait que nous ne sommes plus les maîtres de nos actions, ce qui fait que nous ne sommes plus en mesure de nous gouverner nous-mêmes, c'est la question générale de l'addiction. Donc l'addiction, ça peut être l'addiction aux écrans, bien sûr, qui est la forme qu'on pointe du doigt le plus souvent, mais il y a quantité d'addictions, en fait. C'est-à-dire tout ce sans quoi... à la consommation, comme montrait Romero. À la consommation, c'est-à-dire tout ce sans quoi nous ne pouvons plus fonctionner, et c'est le moment où, justement, un fonctionnement général prend le pas sur le sens individuel que ça peut avoir pour les individus. Donc ici, c'est véritablement toujours ce qu'il faut garder en tête, je crois, par rapport à cette image du corps social, dont je vois bien qu'elle est critiquée, critiquable, et qu'elle a une très longue histoire, en effet, c'est qu'une société humaine, ça ne doit pas être une société de fourmis. Et c'est donc, ça ne doit pas être une société d'insectes en général, c'est-à-dire une société humaine, Wells l'a montré quand il a fait le voyage sur la Lune, le monde des Sélénites est une société d'insectes. Pourquoi ? Parce que chaque individu est assigné à une place. Absolument. Chaque individu a été pensé pour occuper une place et pour ne pas en sortir. Une société humaine, nécessairement, ça ne peut pas être construit sur une telle division du travail. Il doit y avoir une fluidité dans les rapports sociaux, il doit y avoir une fluidité dans les destinées individuelles. Tout ne doit pas être écrit par avance. Et donc, quand on parle du corps social en général, même si la métaphore est contestable, c'est aussi pour dire un mode d'organisation dans lequel, justement, il n'y a pas une chaîne dans laquelle il y a un principe recteur et il y a une interdépendance entre les parties. Tout fonctionne de concert, en fait. Donc, et ça, c'est très important, je crois, avec cette idée que, finalement, il n'y a pas, justement, le logos, le thumos et les épithumias, c'est-à-dire la tête, le cœur et les entrailles. Il y a en fait toute une circularité dans un organisme pour qu'il fonctionne. Rien ne doit défaillir à aucun moment. Donc
Il y a cette volonté de souligner l'interdépendance, en fait. Et ça, je pense que les crises récentes, justement, j'allais dire les hoquets récents de notre société, ont montré qu'il y avait une importance de se rappeler de tout ce qui est nécessaire pour qu'une société fonctionne normalement. Et sur la question de l'invisibilisation que vous soulignez beaucoup, je crois que c'est essentiel en effet. C'est-à-dire, il y a une manière de dire, sans nous, rien de tout cela ne pourrait fonctionner. Alors là, évidemment, face à ces modèles du corps social, du corps politique, etc., on est très loin, bien sûr, du fourmillement zombie et de son horizontalité complète, en fait. Mais ce que vous dites, peut-être qu'on pourra éventuellement, je ne sais pas, s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questionnements, enfin, de votre part. Ce qu'il conviendrait alors de faire, ça a été tenté quand on applaudissait les infirmières ou les balayeurs des rues ou les éboueurs. Non, c'est simplement de redonner à ceux qui ont le sentiment, on ne peut pas dire qu'un sentiment est réel ou pas réel, il est, bon, qui ont le sentiment de cette invisibilité, le redonner le sens justement de la fonction qu'ils ont, essentielle dans notre société. Quand j'étais enfant, il y avait dans la ville des Andelys, en Normandie, qui avait été où il y a un château qui s'appelle Château Gaillard, rien à voir avec mon nom, mais simplement, c'est là où se terminait la guerre de 100 ans. Hein. Ça a été Philippe Auguste contre Richard Cœur de Lion. Le siège a été atroce. Ça a duré plus de 6 mois. Et il y avait un tableau épouvantable dans l'hôpital des Andelys qui représentait ce qu'on appelle les bouches inutiles. Et les bouches inutiles, c'était ceux, femmes, vieillards et enfants, qu'on chassait du château parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer. Bon, eh bien, je reviens au gilet jaune, ce sentiment d'inutilité, encore une fois, qui est peut-être complètement imaginaire, mais l'imaginaire est essentiel en réalité. Et même à l'origine, j'en suis certaine, de certaines conceptions complotistes, du genre le vaccin, conception malthusienne, est fait quasiment pour nous éliminer. Hein. L'idée presque se développe que... Ah ben le lien est évident. Voilà, le lien est évident, c'est pour nous éliminer, puisque nous les inutiles. Bien sûr. Et ça, c'est absolument terrible. Terrible. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'on peut montrer la petite vidéo d'1 minute et demie? Ça aidera. Elle est très courte, mais je trouve qu'elle est très... Montrons la vidéo et si éventuellement vous pensez à des petites questions, n'hésitez pas. Ça va laisser On a encore réfléchir. quelques minutes. Je ne sais pas si elle est visible. C'est très court. C'est la nuit des morts vivants? C'est quoi? Pardon, la nuit de Vallée. Ah oui, d'accord. Communique, il pense. Le territoire des morts de George et Romero. Ce que j'aime bien, c'est l'idée, ils communiquent, ils pensent et ils foutent la pétoche. Oui. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Merci, Estelle. Alors, pas de questions? Si? Non? Exprimez-vous. Bon.
Et ça, c'est juste, il communique, il pense. C'est extraordinaire. Ah oui. Oui, c'est contre-intuitif. Je dirais. Absolument. Ah ben oui, bien sûr, j'allais vous le faire remarquer. C'est ça que je voulais vous la montrer. Juste peut-être, je retire de toutes nos discussions, moi que je trouve assez intéressantes, je ne sais pas, en termes, pour le dire un peu pompeusement, d'épistémologie, c'est que finalement, ce concept de zombie, il n'est pas, comment je dirais, d'une originalité fondamentale, essentielle, mais qu'il permet, c'est un levier qui permet de faire des ponts avec beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce qui est frappant, c'est de voir que du coup, même la très digne philosophie anglo-saxonne, elle recourt à ces images pour produire du sens. Hier, tu évoquais aussi l'idée que des biologistes n'hésitent pas à décrire des fonctionnements cellulaires comme zombies, comme s'il y avait tout à coup, comment dire, une plus-value de sens qui était apportée et qui, à la fin, comme l'indiquait aussi Françoise, peut produire enfin plutôt un écrasement, une confusion et un manque de clarté, puisque si tout est zombie, rien n'est zombie, ça ne veut plus rien dire. Donc voilà. Françoise? Eh bien, merci. Merci à vous. Merci Françoise. Merci à vous. Je voulais vous remercier pour la qualité de l'échange. En fait, vous avez su tracter énormément de messages différents. Donc merci pour ça. J'avais juste peut-être, pas forcément des questions, mais des commentaires. On t'entend mal. Vous m'entendez mal, ça va mieux? Ça va. Je suis vraiment très d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'avais peut-être plusieurs commentaires. Le premier, c'est qu'Alain Léautier a mentionné en fait, le terme de plébéien un peu sur le mode de l'humour. Moi, je trouve que c'est très vrai, en fait, au contraire. Et c'est plutôt blague à part. C'est-à-dire que quand on essaie de comparer ce qui sépare en fait, le zombie galicien ou le robot social et le mort-vivant zombie moderne, ce sont précisément des régimes de gouvernementalité, c'est-à-dire que le zombie galicien est programmable, c'est un robot social, là où le mort-vivant, le néo-zombie, lui en fait échappe à toute gouvernementalité, il est ingouvernable. Et donc on retrouve exactement cette notion de plébéien qui me semble vraiment très vraie. Ça c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième, elle est liée peut-être au fait, et c'était dit plusieurs fois par Thierry Hoquet, que le zombie n'aurait pas de projet. Alors il n'y a peut-être pas de projet collectif, mais au plan individuel, il a quand même un projet, c'est de dévorer la chair fraîche. C'est ce qui le motive. Il y a quand même une intentionnalité qui est très forte. Ce qui le meut, c'est lorsque passe dans son champ de vision un humain, qu'il entend un humain, c'est de se diriger vers lui pour le dévorer. Donc c'est quand même une forme de... Je suis d'accord avec ça. Bien sûr. Transcendant, mais quand même... Un tropisme, est-ce que c'est un projet? Ah. Tu vois ce que je veux dire? On pense que c'est un tropisme. Si on le ramène au sens littéral du tropisme, rien n'empêche de penser qu'il y aurait une sorte de force impersonnelle qui ferait se mouvoir aujourd'hui. À cette différence près qu'un projet, c'est individuel, alors que là, c'est un projet qui est partagé par la totalité des zombies. Donc ça en fait plus, effectivement, si on joue un peu sur les mots, un tropisme qu'un projet. Un projet, par définition, il est forcément unique et individuel. C'est juste, c'est peut-être un hypnotisme. Bon, vas-y. Une dernière remarque, en fait, c'est sur le... ça, vous ne l'avez pas mentionné, mais le point de départ, quand même, de toute cette histoire avec les Gilets jaunes, c'était l'augmentation du prix du carburant. Oui. Et en fait, il y avait beaucoup de commentaires au début qui essayaient de faire un peu l'exégèse du mouvement, alors très en amont, et qui expliquaient que c'était basé sur une arnaque consumériste. C'est-à-dire que le Gilet jaune, au départ, il n'y avait pas de revendication politique, c'était qu'on lui avait dit d'aller habiter un peu plus loin du centre-ville, en première ou deuxième couronne de ville, ce qui impliquait qu'il ait à se déplacer, donc à payer de l'essence, et qu'après on le mettait face à son arnaque, il y avait mal donne, parce qu'on l'obligeait à payer plus cher son essence. Et c'était quand même ça le point de départ, alors qui n'est pas sans lien avec ce que dénonce Romero dans les logiques un peu consuméristes, et ça il l'a très bien montré. Mais je trouvais intéressant de mentionner. Mais à ce propos, tu rappelles ça, et bon, au tout début, on a voulu, au tout début, ramener ça à une colère d'automobilistes, bon, ça allait leur passer. Mais si on réfléchit à ce que représente occuper les ronds-points, prendre les routes, etc., il s'agit véritablement de bloquer. Bloquer ce qui est de l'ordre du circulatoire, tu vois. Et ayant un peu travaillé à travers François Julien, donc tout à fait indirectement,
on fait pas mal de choses d'ailleurs même avec lui, sur la question de la pensée chinoise. Il montre que dans la conception chinoise, et d'ailleurs il faut voir que leur organisation politique, je ne parle pas aujourd'hui, mais n'est pas tout à fait sans rapport avec l'évolution de la France, c'est-à-dire la centralisation, tu sais. Et alors, il montre que l'ordre, c'est quand ça circule. L'ordre, c'est quand ça circule. Le désordre ne commence que quand ça bloque, lorsque ça ne passe pas. Alors j'en viens à l'idée que c'est intéressant au tout début, quand ça touchait justement l'instrument qui permet de circuler, de passer, et que ça s'est traduit, le désordre, par du blocage. Ça ne passe pas. Et il faut donc que ça recircule dans la conception chinoise. Et je pense que cette conception ordre-désordre permet de penser beaucoup de choses, encore une fois, en l'adaptant à la situation de ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que la contestation des antivax, qui regroupent l'extrême droite, je ne sais pas trop quoi, et le reste, consiste à bloquer. On bloque. Tu vois, ça ne passe plus. Et ça, je crois que c'est important. Enfin, je pourrais le développer, mais je ne le ferai pas. On bloque, mais ça fait beaucoup réfléchir dans le mouvement. Alors vous dites on bloque. Peut-être qu'ils réfléchissent aussi. Oui, bien sûr. Au contraire. Bien sûr. Et à votre question. Mais rien de contraire n'était dit dans la formulation. On bloque. On bloque. Et ça ne circule plus. Et là, on est dans le désordre. Merci.